Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous allons poursuivre notre programme de formation en management des ressources humaines. Et on va poursuivre avec ce troisième chapitre qui porte sur la formation. Donc, dans ce chapitre, nous allons commencer par une petite définition de la formation, les principaux objectifs de la formation, après quoi nous allons voir le processus de la formation, à commencer bien sûr par l'identification des besoins, la collecte et l'analyse des données, ensuite l'élaboration d'un plan de formation pour finir par l'évaluation de la formation. Bref, donc il y a de nombreuses définitions de la formation. On va retenir une petite définition qui touche à tous les aspects relatifs à la formation. Donc cette définition dit que la formation est un ensemble d'actions, de moyens, de méthodes et de supports. Donc je dis bien actions, moyens, méthodes et supports. À l'aide desquels, donc à l'aide de tout ça, les travailleurs sont incités à améliorer quoi? Améliorer les connaissances, améliorer les comportements, améliorer les attitudes et améliorer les capacités mentales nécessaires à la fois pour atteindre les objectifs de l'organisation ainsi que leurs objectifs personnels et sociaux. Donc, sans oublier l'accomplissement adéquat de leurs fonctions qu'ils occupent actuellement ou qu'ils vont occuper dans le futur. Donc, à travers cette définition, nous voyons que la formation, c'est pas uniquement l'action qu'on dispense en faveur de l'employé, mais c'est aussi les méthodes et les supports qu'on utilise pour dispenser cette formation. Donc, tout ça, c'est dans l'optique d'inciter le travailleur et les travailleurs à améliorer leurs connaissances, leurs comportements, attitudes, etc. Autre chose qu'on remarque dans cette définition, donc la formation n'aide pas uniquement l'employé à atteindre les objectifs de l'organisation, mais aussi elle l'aide dans la réalisation de ses objectifs personnels et les objectifs sociaux. Donc tout ça sans oublier bien sûr la réalisation des objectifs de l'organisation. Les objectifs de la formation sont très nombreux. D'ailleurs, pour chaque formation, il y a des objectifs qui lui sont propres. C'est-à-dire, lorsqu'on élabore une fiche technique pour une formation quelconque, par exemple le marketing ou bien le management des ressources humaines, on doit déterminer les objectifs de cette formation. Par contre, nous pouvons donner une synthèse des objectifs généraux de la formation dans les entreprises. Premier objectif, c'est l'adaptation des employés à des tâches bien déterminées et aux changements dans les emplois. C'est-à-dire, on prépare l'employé pour assumer ses missions et attributions, et en même temps, on le prépare pour les changements éventuels dans ses missions. Un autre objectif, c'est de maintenir un degré de compétence nécessaire au progrès de l'organisation. Donc, du moment que l'organisation est censée progresser, donc cette progression doit toucher aussi les employés dans l'organisation et ce à travers la formation. Troisième objectif, l'amélioration du statut des employés par l'avancement dans l'organisation. Donc les employés désirant avancer dans l'organisation doivent suivre des formations pour atteindre cet objectif. Quatrième objectif, favoriser l'efficacité de tous les nouveaux employés par une meilleure utilisation du matériel et des équipements et une réduction des accidents et des départs. Donc, à travers la formation, donc, on prépare les employés à l'utilisation du matériel et équipements mis à leur disposition pour mener à bien leur mission et attribution. On vise aussi, à travers la formation, la réduction des accidents du travail et aussi leur départ. Un autre objectif de la formation, c'est la contribution au programme d'expansion et à la politique d'acquisition des ressources humaines. Donc, chaque entreprise, dans le cadre de sa stratégie,
Donc elle peut viser éventuellement la progression et l'expansion. Donc la politique des ressources humaines doit accompagner la stratégie globale de l'entreprise. Un sixième objectif, engendrer un meilleur comportement au travail et favoriser des attitudes positives qui permettent de réduire les coûts, de réduire les pertes, ainsi que l'amélioration de la qualité et des quantités des produits fabriqués. Un autre objectif, accroître l'estime de soi chez chaque employé, aider au développement de la prévention et la protection des employés dans des situations spécifiques, par exemple une situation d'incendie. Donc certaines entreprises réalisent des exercices périodiques pour former les employés à faire face à des situations de ce genre. Aider les nouvelles recrues à s'intégrer plus aisément dans la nouvelle organisation, ou bien dans l'organisation. Donc vous avez vu dans le chapitre précédent, le chapitre qui porte sur le recrutement, qu'il y a une étape cruciale dans le processus de recrutement, c'est l'étape d'accueil et d'intégration. C'est l'étape d'accueil et d'intégration. Donc c'est une étape caractérisée par de nombreuses formations pour aider les employés à s'intégrer dans l'organisation. Un autre objectif, favoriser les relations interpersonnelles et l'analyse de la situation organisationnelle. Donc, vous vous rappelez de la définition de l'entreprise, nous avons dit que c'est une structure économique et sociale. Structure économique, mais aussi sociale. D'où l'importance du développement des relations interpersonnelles au sein de l'organisation. La formation aide aussi les employés à s'adapter aux exigences de l'environnement toujours changeant. Du moment qu'il y a des changements dans l'environnement, donc on doit absolument préparer les employés à faire face aux changements de l'environnement. Développer des capacités de jugement des formés. Donc les capacités de jugement, donc ça c'est vraiment général, c'est-à-dire aider l'employé à développer ses capacités de jugement face à telle ou telle situation. Un autre objectif, créer un sentiment d'appartenance des employés envers leur organisation et favoriser une meilleure perception de leur lieu de travail. Aussi, donc la formation aide à l'intégration de la bonne personne à la bonne place et au bon moment. Elle donne aussi la possibilité aux salariés d'acquérir une culture générale et de la maintenir ou encore la parfaire. Permettre la conversion des salariés qui perdent leurs emplois afin d'accéder à d'autres emplois exigeant des compétences différentes. Là, on parle d'un cas, par exemple, d'une entreprise qui a cessé une activité quelconque. Par exemple, elle a cédé une filiale ou bien elle a arrêté une activité ou la production d'un certain type de produit. Donc, à travers la formation, on va essayer de maintenir les emplois en intégrant les employés qui ont perdu leur emploi dans de nouveaux emplois. Donc, la formation permet à la direction de repérer les employés les plus qualifiés pour une promotion. Donc souvent, la formation, c'est une occasion pour détecter les compétences cachées au sein de l'organisation. Et à travers la formation, on va découvrir ces compétences cachées pour en tirer profit. Donc voilà en général les objectifs de la formation. Bien entendu, ça c'est des objectifs généraux. J'insiste encore sur le fait que chaque formation a ses propres objectifs. Le processus de la formation. Donc,
pour une plus grande cohérence dans la formation, l'entreprise doit élaborer et mettre en œuvre un processus de formation dont la démarche est identique à celle du processus général de gestion. C'est-à-dire quoi le processus général de gestion? Là, on parle de la planification, l'organisation, la direction et le contrôle à la fin. Donc, le processus de la formation repose sur l'identification des besoins, l'élaboration d'un plan de formation, la mise en œuvre du plan de formation et enfin l'évaluation des effets de la formation. On va commencer d'abord par l'identification des besoins en formation. L'identification des besoins sert à déterminer les décalages actuels ou futurs qui risquent de causer des dysfonctionnements au sein de l'organisation. Donc, l'identification des besoins. À travers cette identification des besoins, on va essayer d'identifier ce qu'il y a comme décalage actuellement ou ce qu'on risque de rencontrer comme décalage dans le futur. Décalage entre quoi et quoi? Décalage entre les connaissances et les compétences des employés et les besoins de l'organisation ou de l'entreprise. Donc les besoins en formation peuvent être de nature personnelle, individuel ou collectif. Donc, les besoins personnels, il s'agit de formation sur l'initiative du salarié qui constate qu'il éprouve des problèmes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, sans relation directe avec son poste. Et l'on pense que la formation va l'aider à surmonter ces problèmes, c'est-à-dire les besoins personnels en matière de formation, c'est-à-dire quoi? C'est à l'initiative de l'employé, c'est pas à l'initiative de l'employeur. C'est l'employé donc qui va constater qu'il a une carence quelque part, en matière de connaissances, en matière de compétences, en matière de capacité physique, mentale, etc. Et lorsqu'il constate ça, donc il va prendre l'initiative de faire une formation, sans attendre son employeur. À la différence des besoins individuels. Donc là, il s'agit d'un besoin qu'un seul individu, dans le cadre de son poste occupé actuellement ou qu'il va occuper dans le futur, donc il va constater un besoin, ou bien, plus exactement, son employeur va constater ce besoin individuel. Donc la formation correspondante à ce type de besoin est toujours à l'initiative de l'entreprise, bien l'employeur. Et ça concerne une personne. Troisièmement, le besoin collectif, ce sont des besoins qui correspondent aux problèmes et aux objectifs concernant le groupe. Tous les titulaires d'un poste donné, par exemple les comptables, ou les commerciaux, ou bien les agents de production, ou bien les individus d'une unité donnée en général, constatent un besoin, ou bien un écart entre leurs compétences et les besoins de l'organisation. Donc là aussi, il s'agit d'une formation sur l'initiative de l'entreprise. Là, ce qui me revient comme exemple, c'est le changement du système comptable national, le passage du plan comptable national, du PCN au SCF. Donc, ce qui a obligé toutes les entreprises à former tous les comptables et les financiers au nouveau système avant sa mise en œuvre, avant la mise en œuvre de ce système. Donc, il y a lieu de noter que le besoin en formation est induit par plusieurs facteurs. Les plus importants sont les suivants. D'abord, l'environnement externe. L'environnement externe, c'est-à-dire les exigences des clients, les offres de formation qui sont parfois des opportunités à saisir, les nouvelles technologies mises en œuvre, bien mises en exploitation, comme vous voulez. Deuxièmement, l'environnement interne. C'est l'environnement interne qui engendre le besoin en formation, c'est-à-dire le personnel, les groupes sociaux, la situation sociale au niveau de l'entreprise, etc. Et puis, il y a la stratégie de l'entreprise.
Bien sûr, le plan de formation est élaboré sur la base du diagnostic des ressources humaines et sur la base des orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, on est obligé d'adapter le plan de formation aux orientations stratégiques de l'entreprise. La deuxième étape dans le processus de la formation, c'est la collecte et l'analyse des données. D'abord, la collecte des données. Il existe trois approches pour le recueil des besoins en matière de formation. D'abord, il y a l'approche qui se base sur les enquêtes formelles et informelles, c'est-à-dire les discussions, la consultation des cadres, les exécutants, les études de comportement, les questionnaires, etc. Donc, ce sont à la fois des enquêtes qui peuvent être formelles. Il y a des enquêtes aussi informelles, c'est-à-dire à travers une discussion, on peut détecter les besoins en matière de formation. Il y a aussi l'approche qui se base sur l'utilisation des autres pratiques de gestion des ressources humaines. Donc toutes les autres pratiques peuvent révéler des besoins en matière de formation. Exemple, la fiche de poste. À titre d'exemple, la fiche de poste. Si on constate dans la fiche de poste un écart entre les compétences exigées et les compétences du travailleur, on va essayer de combler cet écart par une formation. Et puis, il y a l'approche basée sur les indicateurs de comportement. Donc, ces indicateurs témoignent ou peuvent témoigner de l'existence de problèmes au sein de l'entreprise. Exemple, le niveau des déchets, le niveau des erreurs. S'il y a beaucoup d'erreurs, s'il y a beaucoup de déchets, c'est qu'il y a un problème qu'on doit absolument combler à travers la formation. Les accidents de travail sont aussi un indicateur. Si les accidents de travail sont récurrents, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, le degré de turnover, c'est-à-dire le départ des employés, l'absentéisme, le retard, le niveau de réclamation, les actions disciplinaires. Donc tous ces indicateurs de comportement peuvent témoigner de l'existence de problèmes qu'on doit combler à travers la formation. Donc ça, c'est les approches de collecte des données. Ensuite, les données collectées doivent être analysées. Donc c'est une étape, l'analyse des données, est une étape indispensable car c'est elle qui va permettre aux chargés de la formation de déterminer s'il y a réellement besoin de formation ou non. À titre d'exemple, les accidents de travail. Bon, il y a beaucoup d'accidents de travail. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un problème de formation. Peut-être que c'est les conditions de travail qui posent problème. Là, le problème doit être réglé ailleurs, pas au niveau du service de formation. D'accord ? Donc, le règlement du problème peut être réalisé à travers l'amélioration des conditions de travail et non pas la formation. Bref, une fois les besoins en formation recensés, il convient de préciser le type de formation adéquat. Il s'agit de détecter les écarts de qualification à combler. Donc, après cette étape, on doit classifier les besoins en formation détectés. Donc, l'étape précédente, l'analyse, fait ressortir plusieurs catégories de besoins. La classification de ces besoins se fait en fonction de l'importance des actions à entreprendre au sujet de la formation. Donc cette classification va aider le responsable chargé de la formation à répartir efficacement le budget alloué. Donc c'est toujours le problème de ces ressources limitées. Donc on doit classer les besoins en formation par ordre de priorité. Bien sûr, c'est un classement entre autres classements. Il y a d'autres classements. Par exemple, on classe les formations par collectif, par catégorie socio-professionnelle. Mais on doit aussi les classer par ordre de priorité. Pourquoi ? Parce que les ressources de l'entreprise sont toujours limitées. Donc,
Une fois les besoins classés, on va passer à l'étape suivante qui est dans le processus de la formation, qui est l'élaboration du plan de formation. La troisième étape dans le processus de la formation, c'est l'élaboration d'un plan de formation. D'abord, c'est quoi un plan de formation? Un plan de formation est un document entre guillemets contractuel qui lie les différents acteurs concernés, à savoir la direction, les managers impliqués dans la construction du plan de formation, le service de formation, les futurs formés et les représentants du personnel. Concrètement, le plan de formation est construit sur la base d'un certain nombre de choix. Donc, lorsqu'on dit un choix, donc on dit une décision. Il s'agit de quoi? Il s'agit du choix du budget, combien on va allouer à la formation, le choix des contenus, c'est-à-dire les programmes de formation, sur quoi on va former notre personnel, le choix des bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier de la formation, le choix de la durée et du rythme, c'est-à-dire la durée de la formation, combien de jours, combien de mois, combien d'heures, et le rythme, une semaine par mois, un jour par semaine, etc. Les choix de modalités ou bien des modalités de la formation. Est-ce que c'est un stage pratique? Est-ce que c'est des cours en classe? Est-ce que c'est des simulations? Est-ce que c'est des exercices, etc. Les formules pédagogiques, donc ça a un lien direct avec les modalités de la formation, ainsi que les méthodes d'évaluation des actions de formation, c'est-à-dire comment on va évaluer cette formation. Donc généralement, il y a des évaluations à chaud, c'est des évaluations réalisées par les formés, et il y a les évaluations à froid, les évaluations réalisées par la hiérarchie des personnes formées. Donc, le plan de formation, qu'est-ce qu'il contient? Il contient d'abord un exposé du contexte de l'entreprise, c'est-à-dire le contexte qui a obligé l'entreprise à réaliser ces formations en faveur de ses employés. Et puis, il y a la présentation du plan lui-même, c'est-à-dire le contenu. En plus de ça, c'est-à-dire l'exposé du contexte et le plan lui-même, il est d'usage que le plan de formation contient aussi des annexes, entre autres, des annexes d'ordre légal et des annexes d'ordre managérial. On parle de quoi ici? On parle d'annexes, par exemple, les annexes légales, un rappel de ce que prévoit la réglementation en matière de formation, ce que prévoit le règlement intérieur, ce que prévoit la convention collective, etc. Donc ça, on l'ajoute en annexe à titre de rappel. Une fois le plan construit, il doit être mis concrètement en œuvre. Et ce, pour permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs en ce domaine, c'est-à-dire en matière de formation. La dernière étape dans le processus de formation, c'est l'évaluation de la formation. Donc, c'est quoi l'évaluation de la formation? Donc, elle consiste à dire si oui ou non, et dans quelle mesure les objectifs de la formation sont atteints, ou non atteints, ou encore dépassés. Donc, il s'agit de dire est-ce qu'on a atteint les objectifs de la formation, est-ce qu'on ne les a pas atteints, ou encore, on les a dépassés. Donc, il y a plusieurs méthodes d'évaluation de la formation. D'abord, il y a les questionnaires d'évaluation. Donc, c'est ici en Algérie, donc c'est la méthode la plus utilisée. Et puis, il y a l'interview avec le formé. C'est une discussion avec le formé. L'évaluation globale des actions par la structure formation. Donc, la structure formation procède généralement à une évaluation globale, c'est-à-dire le taux de réalisation des formations, le taux de réalisation du plan de formation, ou bien de consommation du budget de la formation, etc.
l'avis de la hiérarchie, donc ça aussi c'est une méthode d'évaluation, et l'évaluation avant, après, et comparaison avec d'autres groupes. Évaluation avant, après, c'est-à-dire on constate des paramètres avant la formation, comment ils étaient, et après la formation, comment ils sont devenus. Ou encore, une comparaison avec d'autres groupes qui n'ont pas suivi la formation. C'est-à-dire, on compare le groupe qui a suivi la formation avec un groupe qui n'a pas suivi la formation et on va essayer de constater l'évolution. Bref, donc dans les procédures de formation dans les entreprises algériennes, on trouve deux types d'évaluation. Ce qu'on appelle l'évaluation à chaud, donc c'est des questionnaires d'évaluation soumis pour enseignement aux personnes qui ont suivi la formation pour l'évaluer. Est-ce que ça a permis d'atteindre les objectifs? Est-ce que ça a permis d'améliorer leurs compétences, leurs connaissances, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'évaluation à froid. L'évaluation à froid, c'est pas le formé qui la réalise, c'est le supérieur direct du formé qui va évaluer la personne qui a été formée. C'est-à-dire pour dire est-ce qu'il a constaté des améliorations ou pas. Donc voilà tout pour les méthodes d'évaluation de la formation. Merci pour votre attention.